Bonjour à tous, bienvenue à Faites-moi lire. Je vous présente D'or et d'oreiller. D'or et d'oreiller raconte une bien curieuse histoire. Afin de choisir une épouse, Lord Henderson demande à toutes les prétendantes de dormir une nuit dans son château, dans un lit sur lequel est superposé une dizaine de matelas. Après avoir renvoyé de nombreuses candidates de bonne famille, il demande à Salima, une femme de chambre, de passer cette étrange épreuve. Cette recommandation est initialement la lecture et le choix de Catel, bibliothécaire au Champ Libre, qui vous le recommande en ces termes. J'ai trouvé cette adaptation en BD du roman ado écrit par Flor Vesco très réussie. On prend autant de plaisir à lire le livre initial, qui a reçu notamment les prix Sorcière et prix Vendredi, que son illustration en planche. Et ce n'est pas toujours le cas. Bonjour, Flor Vesco. Bonjour. Vous êtes également pleinement satisfaite de l'adaptation de ce roman? Alors, je peux le dire en toute impartialité, parce qu'effectivement, je n'ai pas fait le scénario. Donc voilà, ce roman graphique est le travail de Maya Langouste. Et je trouve en effet qu'elle a fait un travail magistral. Lors de nos échanges en préparation de cette émission, vous m'avez adressé une présentation de votre personne. Oui. Présentation succincte, mais éloquente. J'ai pas pris la pire en plus. Alors, je l'ai là. Pouvez-vous nous la lire? Ah oui, jusqu'au bout, vous devez assumer. À un moment, on écrit des choses, il faut les assumer. Flor Vesco est née en 1981, c'est vrai. Elle écrit des romans pour la jeunesse, des scénarios pour la bande dessinée, des cartes postales pour ses amis et des lettres d'amour enflammées pour ses nombreux amants. Elle vit une partie de l'année dans les Côtes-d'Armor, parfois à Montreuil, et le reste du temps dans son imagination. Ses romans publiés à l'École des loisirs ont été récompensés par de nombreux prix de littérature jeunesse. Je vous remercie, Flore. Alors, les lettres d'amour enflammées pour vos nombreux amants restant l'apanage de vos amants, nous allons plutôt parler romans. Ok, ça me va. Alors, plus particulièrement de votre dernier roman intitulé « De délicieux enfants ». Alors, pourriez-vous nous présenter cette étrange forêt, cette sombre famille, ou peut-être est-ce le contraire, cette sombre forêt, cette étrange famille? Ça marche bien, tiens. Je retiens la formule, je la garderai moi aussi. De délicieux enfants est une réécriture du Petit Poucet. C'est un roman choral. On entend parler le père, la mère, les 6 enfants et ce personnage principal qui est Tipou. Ils sont effectivement dans une forêt étrange, mystérieuse, menaçante. Ils meurent de faim et peu à peu va se jouer des tensions. Je peux pas. C'est un roman piégeux. Il est difficile d'en parler sans essayer sans me spoiler et révéler comment ça tourne. Mais en gros, les personnages ne sont pas ceux qu'on croit et les rapports de force ne sont pas non plus ceux qu'on croit. Alors, contrairement au Petit Poucet, ils sont un tout petit peu plus âgés quand même. Oui, j'avais besoin. Ça reste un roman pour grands ados dans lequel il va être aussi question de prédation sexuelle. Et donc les 6 enfants ont de 14 à 17 ans. Le personnage principal, Tipou, a 12 ans dans mon souvenir. Beaucoup d'ironie, beaucoup de corps, beaucoup de corporalité, beaucoup de chair, beaucoup de fluide aussi. Ouais. On sent quand même que vous avez une sorte de tropisme, d'attirance vers l'incarnation qui se désagrège un peu. Le Petit Poucet, initialement, c'est un conte de la dévoration. Oui, c'est vrai. Il y a vraiment l'ogre, mais les oiseaux qui mangent les miettes, la famille qui a faim. Il y a vraiment cette idée de la bouche, en fait, qui avale. Et à partir de là, quand on commence à creuser le thème, c'est vrai qu'on tombe aussi beaucoup sur l'idée de avoir envie d'embrasser. Et donc, c'est vrai que j'étais... Et puis le sang, et puis le cannibalisme. Et donc, c'est vrai que je me suis dit... C'est un roman, la couverture est bien rouge, c'est un roman qui va être en phase avec cette part d'ombre et de viscère qui est déjà dans le conte et qui est hyper intéressante à creuser. Ouais. Alors, en fait, contrairement au Petit Poucet, mais d'ailleurs peut-être pas, parce qu'on sait avec la forêt, avec Todorov, avec tout ce qui est la forêt est souvent le lieu de la sexualité. Oui. Le corps lui-même et les corps, on a l'impression que vous questionnez aussi les représentations et les assignations du corps et des identités. Oui. Dans le conte du Petit Poucet, à nouveau, je m'y réfère, mais parce que c'est plus simple pour essayer d'en parler sans trop dévoiler sur mon roman. On a une parfaite symétrie entre la maison de l'ogre et la maison des humains, avec à chaque fois un père, une mère, 7 enfants. Mais la différence, c'est que d'un côté, on a 7 garçons du côté des humains et on a 7 ogresses du côté des ogres. Et
je me suis beaucoup demandé, il n'y avait pas besoin d'en faire des filles en fait. Il y avait besoin des 7 enfants pour qu'il y ait cette scène où ils inversent les couronnes et les bonnets et que le père mange ses enfants. Mais c'était pas la peine que ce soit des filles. Et le fait que ce soit des filles est questionnant. Et elles sont très peu décrites chez Perrault en tout cas, mais il y a une phrase magnifique où on nous dit que elles sont encore pas tout à fait ogresses, mais qu'elles promettent beaucoup parce qu'elles adorent sucer les doigts des petits garçons pour en tirer le sang. Et juste cette phrase-là, elle est polysémique, à fond, quoi. Je sais pas s'il s'en est rendu compte quand il l'a écrite, mais voilà. Et donc là aussi, c'était déjà en germe, je pense, dans le conte, et j'avais envie de m'en emparer. Cette représentation, ces rapports de force entre qui mange qui et les rapports de force entre les hommes et les femmes, il y avait quelque chose à travailler. Bon, de toute façon, c'est un lieu de toute votre pensée et de toute votre création qui est qui est pas de déconstruire, parce que vous ne faites pas œuvre de philosophie, vous faites ça d'une manière très rieuse, très riante, très ironique, plein d'imagination, mais à chaque fois vous rééquilibrez, en tout cas vous montrez comment des rapports hommes-femmes sont susceptibles d'être autrement. J'ai réécrit les contes. Donc, de toute façon, j'ai une matière qui est particulièrement misogyne à la base. Enfin, souvent, ça dépend. On a choisi les versions les plus misogynes historiquement pour les contes. Mais donc, de toute façon, la matière que j'ai à la base ne me satisfait pas. Et j'aime beaucoup cette idée du côté riant, insolent, parce que l'idée, c'est pas non plus d'appuyer un message. C'est juste de raconter une histoire que moi, j'aurais aimé lire quand j'étais plus jeune, ou juste de questionner cette place des personnages, des princesses de contes qui s'endorment ou qui balayent, en gros, et leur donner une force un peu plus intéressante. Question très provocatrice. Ok, allons-y. J'y vais. Dans le cadre de la cancel culture, iriez-vous jusqu'à souhaiter, mais je pense que votre réponse est non, mais en tout cas, certaines personnes peuvent-elles souhaiter qu'on supprime les versions notamment extrêmement misogynes des contes? Alors, il y a un merveilleux ouvrage de Jennifer Tamas qui s'appelle « Faut-il en finir avec les contes de fées ?» qui répond encore mieux que je ne vais le faire à cette question, et donc je le signale parce que vraiment c'est magistral. Mais sinon, en effet, ma réponse est non, mais parce que, en fait, alors déjà, c'est terrible, mais historiquement, le conte, c'est féminin. C'était raconté par des femmes, les grands-mères, transmis aux filles. Et quand ça a commencé à être mis par écrit au XVIIe, c'était fait par des femmes aussi, c'était des salonnières. Et donc, cette matière extrêmement féminine, ce genre littéraire qui est purement féminin, qu'on n'a pas d'équivalent dans la littérature, on a retenu Perrault, Grimm et Disney, en gros, Andersen et Disney. Donc, notre histoire fait ça, mais on a retenu 4 hommes. Mais en vrai, le conte est féminin à la base. Et en creusant, il n'est pas très difficile de trouver des versions féminines des contes. Finette Sandron, par exemple. J'oublie toujours le nom de l'autrice. Il faut que je révise avant de passer à la télé. Mais Finette Sandron, c'est Le Petit Poucet et un mix d'autres contes, mais avec une jeune fille tout à fait audacieuse, etc. Tous les contes étiologiques ne sont pas non plus misogynes. Enfin voilà, donc en vrai, le conte de fées ne devrait pas être écarté parce qu'il n'est pas si misogyne que ça. Simplement, nous, on a retenu les versions les plus moralisatrices, celles où les femmes sont les plus en position d'infériorité ou de potiche. Et j'ai perdu le fil de ma pensée, mais ça va revenir. Quel est comment s'intitulera votre prochain ouvrage? J'en sais rien. Alors là, c'est joli, c'est pas mal ça. Hein. Ça fait un beau titre. Ça va bien avec votre pensée. Je vais en parler à mon éditrice, je ne sais pas si ça lui plaira. Je ne sais pas quel sera mon prochain projet. Il faut que je m'y mette. Je m'étais dit que j'allais un peu arrêter avec les réécritures de contes, d'où cette espèce de flou. Je ne sais vraiment pas. Flou artistique qui, je suis sûr, va accoucher du meilleur. Langue inventive, truculente, humour irrésistible. Voilà à quoi ressemblent les écrits de Flore Vesco, dont son dernier de Délicieux enfants. Je remercie Catel, bibliothécaire au Champ Libre, pour cette belle découverte dont je vous recommande la lecture. Et quand vous avez un moment, allez visiter le site florevesco.com. Hilarant, c'est hilarant. Chère Flore Vesco, j'ai hâte de lire votre prochaine création, quelle qu'elle soit. D'ici là, transmettez mes amitiés à Diderot, car je vous sais assez intime. Je n'y manquerai pas, je n'y manquerai pas. Merci. Et sur ce, chers téléspectateurs, je vous dis à la semaine prochaine.